Et là, vous êtes titulaire d'un master en langue et littérature espagnole et en littérature comparée de l'Université de Zagreb. Vous avez fait un semestre d'études à Mexico, effectué un stage à l'Université de Complutense à Madrid, ce qui vous a permis de vous familiariser avec les différentes variantes de la langue espagnole. Je précise aussi que vous traduisez de l'espagnol et de l'anglais et que vous avez traduit près de 30 livres, principalement des romans d'auteurs latino-américains et espagnols de premier plan. On ne va pas tous les citer, mais parmi lesquels, quand même, des classiques contemporains comme Manuel Villas et Carlos Ruiz Zafón. Vous avez également traduit une douzaine de nouvelles, collaborant avec des festivals de littérature et des magazines, comme le Festival européen de la nouvelle. Vous êtes membre actif de l'Association des traducteurs littéraires de Croatie. Voilà, et on vous écoute. Bonjour. Bon, on m'a bien présenté, donc on peut passer tout de suite à la diapo suivante. Je m'appelle donc Ela Varosnek-Kresnik. C'est un peu difficile à prononcer, notamment pour les locuteurs francophones. Je suis membre du conseil d'administration de l'Association croate des traducteurs littéraires et de sa délégation au CATL, où je participe au groupe de travail sur les droits d'auteur et la task force sur l'intelligence artificielle. Voilà un peu pour ma présentation. Vous voyez donc que je ne suis pas universitaire ou expert technique. Mais bon, je m'y connais un petit peu en ce qui concerne la traduction littéraire. C'est mon domaine depuis un certain temps. Donc mon point de vue aujourd'hui est plus pratique, basé sur ma propre expérience et celle de mes collègues. Certains des exemples ont déjà été présentés, comme celui d'Antonio Toral. Et vous le voyez aussi dans le magazine Counterpoint, Contrepoint, où vous avez tout sur la traduction littéraire. Et je vous encourage vraiment à prendre un exemplaire lorsque vous sortirez. Donc, je m'appuierai sur la déclaration du CATL sur l'intelligence artificielle. Tout le monde compte, toutes les langues comptent et tous les livres comptent. Donc, tout le monde compte, comme vous le voyez. Le CATL est avec vous. Donc, tout le monde compte. Voilà, ça, ce sont nos principes extrêmement importants. Nous estimons que le lien entre la traduction littéraire et la technologie est régi par les principes dits ART, AR, qui signifie autorisation, rémunération et transparence. Et dans ce contexte, eh bien, nous exigeons des protections juridiques et d'être unis avec les collègues dans notre combat. Ensuite, le numéro 2, c'est toutes les langues comptent, le deuxième principe. Donc les machines ne sont pas des traducteurs. Elles génèrent du matériel textuel qui appauvrit les cultures et les langues écrites. C'est pourquoi nous croyons fermement que chaque langue et chaque livre mérite un bon traducteur humain. Troisième principe, c'est tous les livres comptent. Nous expliquons que les traducteurs littéraires traduisent des textes qui sont enracinés dans leur contexte culturel, social et tout autre contexte avec empathie et émotion comme nous l'avons entendu hier. Et nous savons que les machines ne peuvent pas faire cela. Bon, pour traduire donc dans ce contexte, il vous faut une créativité. Et l'acte de traduction est un acte de créativité et c'est purement humain. Nous avons un collègue qui suggère de mettre ça dans une constitution, notre droit de créativité. Bon, moi je soutiens cette idée, tout à fait. Donc nous ne pouvons pas être remplacés par des machines, c'est impossible. Je souhaiterais également souligner que nos exigences ne font aucune distinction entre les genres, les types de... les cibles, les livres, les traducteurs. Oui, on peut se dire, oui, la littérature pour enfants, pour adultes, ce journal. Non, non, nous estimons que chaque livre mérite une traduction humaine. Et voilà, ça, ce sont les points clés. J'en reviens donc à la question principale. Est-ce que l'IA dans la traduction littéraire est-elle un outil utile ou un faux ami? Je vais essayer de répondre à cette question, de mon point de vue.
Bon, un petit disclaimer des charges. Ce panel pourrait donner l'impression que nous, les traducteurs littéraires, sommes contre la technologie, que nous en avons peur. Oui, bon, on peut dire qu'on est comme un vieil homme qui crie contre la lune. Bon, je suis pas d'accord. Nos collègues utilisent la technologie au quotidien, moi-même également. Mais nous plaidons pour une utilisation durable, juste et équitable. C'est très important pour nous. Nous sommes préoccupés par l'impact principalement incontrôlé de l'IA sur notre profession et sur notre société. Comme Damien Hansen, un expert en sciences, l'a mentionné dans l'article Contrepoint, le problème, ce n'est pas tant l'outil lui-même, mais que c'est son imposition aux professionnels et son utilisation à des fins économiques uniquement. En tant que traducteur littéraire, nous ne pouvons pas nous concentrer uniquement sur l'utilité potentielle. Il faut bien qu'on en vive, nous. Donc ça, c'est un contexte un peu plus large et les pratiques déjà existantes. Là, il faut vraiment réfléchir à ce sujet. Il y a donc des avantages perçus de l'IA. On a entendu un travail plus rapide, une plus grande précision, un soutien créatif, l'utilisation des modèles d'IA comme des dictionnaires, etc. Bon, nous n'avons pas trop le temps de nous étendre sur ces points. Je dirais que la plupart de mes collègues restent sceptiques quant à l'avantage de ces points pour la traduction littéraire. Il y a des recherches qui contredisent souvent ces affirmations dans une enquête menée par notre groupe de travail en octobre 2023. 54% de près de 1500 répondants ont indiqué utiliser les outils de traduction IA de leur propre fait. Et seulement moins de 200 répondants les ont trouvés utiles. Donc ça correspond à environ 10%. Un petit nombre. Mais bon, là encore, même si les avantages étaient réels, et même s'ils étaient plus importants, eh bien, je pense qu'ils ne compenseraient pas les problèmes auxquels nous sommes déjà confrontés. J'ai classé ces questions en 3 catégories: juridique, professionnelle, financière et linguistique. Je vais commencer avec les questions juridiques. Donc, nous utilisons les données donc en entrée, des données d'entrée, et en sortie, donc dans le texte traduit pour la propriété des droits, notamment la post-édition. Mais bon, nous battons en faveur d'une réglementation des données de formation. Et puis j'espère que chacun d'entre vous ici va rejoindre notre effort collectif. C'est un point essentiel, je pense. Parce que la réglementation sur l'entrée des données est essentielle. Je vais vous expliquer pourquoi. Les grands modèles de langue nécessitent vraiment une grande quantité de données pour être formés. Donc c'est dans l'article 4.2 Contrepoint qui mentionne que OpenIA et ChatGPT a été formé sur 4,6 gigas de texte brut. La seconde version, 40 gigas. La troisième version, 570 gigas. Mais à partir de 45 TO de texte brut. Donc, quelqu'un qui dit qu'il a 10 milliards de dollars, bon, ça veut rien dire. Pour moi, ça veut rien dire parce que c'est un chiffre tellement grand. C'est intéressant de savoir aussi que dans la quatrième version, on n'a même pas de données. Bon, c'est un secret professionnel, c'est ça qu'ils disent. C'est pourquoi la fiction est particulièrement utile, car elle se compose de grandes unités cohérentes et présente une grande variété de styles. C'est pourquoi, après avoir cherché dans l'internet et
Facebook, et ben, le prochain champ de bataille, c'est la fiction et les livres en général, parce qu'ils sont très très utiles pour la formation. Et ces entreprises aimeraient nous convaincre dans ce sens que nous, le public général et les traducteurs, bien sûr, que l'acception juridique pour les droits d'auteur s'applique ici. Eh bien, nous sommes bien sûr contre ces affirmations pour beaucoup de raisons, mais je vais vous en donner deux principales. Tout d'abord, les données nécessaires pour la formation efficace des modèles d'IA et la quantité est sans précédent, comme vous venez de le voir. Et enfin, deuxièmement, et c'est encore plus important que le premier point, c'est l'IA générative peut générer des textes ou du matériel textuel qui est déjà en compétition directe avec nous sur le marché, en concurrence. Ça n'avait jamais eu lieu avant. Et de manière ironique, eh bien, ils vont être en concurrence avec nous, avec du matériau formé avec notre propre travail. Donc c'est complètement absurde. Et il y a une étude récente présentée au Parlement européen par Tim Doris, expert juridique, et Sébastien Strauber, qui est un informaticien, a conclu que l'entraînement de l'IA et de ce matériel constitue en effet une violation du droit d'auteur. Nous avons donc là une base juridique. Les entreprises technologiques utilisent donc notre travail pour former les machines à des fins commerciales, donc pour faire du profit. Et j'estime, et je pense que vous serez probablement tous d'accord avec moi, que nous avons le droit d'être indemnisés ou compensés. Cependant, les données utilisées sont souvent présentées de manière ambiguë, voire complètement obscure. Et c'est pourquoi le secteur culturel a appelé un système 3W. Il faudrait savoir quelles sont les données utilisées, où elles ont été collectées et quand elles ont été obtenues. Ça, c'est vraiment essentiel afin pour nous d'exercer notre droit d'auteur. Nous essayons d'avoir des données transparentes et avoir un mécanisme viable parce que le système actuel ne fonctionne pas en fin de compte. Deuxième défi, c'est un défi professionnel. Parce qu'il faut de plus en plus faire du post-editing, de traduction déjà effectuée par l'IA. Et donc, nous avons des exemples intéressants. En Allemagne, un collègue, on lui a demandé de traduire un document pour 5 € la page en post-editing, post-édition, sans mentionner bien sûr le nom du traducteur. Ça devait être quelque chose de très public. Donc merci de nous avoir donné ces informations. En Allemagne, normalement, c'est 17-18 € les tarifs classiques. Et puis bon, normalement, vous avez également des indemnités. Elle perdrait aussi tous ses droits d'auteur. Ça, c'est un bon exemple. Mais le problème, c'est que la plupart de nos collègues, nous l'avons entendu, vivent dans un domaine très précaire et ne peuvent pas se permettre de refuser du travail. Donc, ce qui se passe dans la pratique, c'est que l'éditeur vous dit, bon, j'entends beaucoup de collègues qui en parlent, bon, bah, si tu le fais pas, c'est pas grave, je trouverai quelqu'un d'autre, il y a quelqu'un d'autre qui le fera. Un cas très récent, c'est HarperCollins, qui a un des plus grands groupes d'éditeurs en Europe, qui utilise l'IA pour son travail de deuxième classe, pour ce que ça veut dire aussi, qu'il va continuer à faire ça pour la traduction
de ses livres dans son portefeuille. Donc là, c'est vraiment une grande perte financière pour les traducteurs. Déjà que ça va pas super bien. Et d'autre part, ben, cela va vraiment, ça porte une atteinte à notre intégrité professionnelle ainsi qu'à la qualité de la valeur littéraire dans son ensemble. Avec la post-édition, bah, on a un problème de temporalité. Cela prend beaucoup plus de temps et c'est bien plus fatigant également. La plupart des traducteurs préféreraient faire une traduction standard plutôt que de travailler sur un texte déjà généré. Il y a différents problèmes à ce titre. La post-édition nécessite vraiment d'autres compétences. Cela génère plus de fatigue, un texte bien plus pauvre, tout ça pour un salaire bien moindre, évidemment. Donc, bon, nous ne sommes pas pour la post-édition. Troisième défi auquel nous sommes confrontés, c'est les problèmes linguistiques et créatifs. Et bon, ça a trait à la société dans son ensemble. L'IA, nous pensons, et il y a une preuve, donc l'IA mène à un appauvrissement de la langue. La langue qui est notre outil principal. Alors oui, bon, la distorsion de la langue, bon, c'est un petit peu abstrait peut-être. Je vais vous donner un exemple. Pour utiliser l'IA pour la traduction littéraire, c'est comme si vous détruisez Notre-Dame de Paris et puis vous construisez un bâtiment nouvelle génération et puis ou alors vous brûlez un Rembrandt ou un Picasso et puis vous achetez une œuvre d'art sur AliExpress. C'est un peu ça que fait l'IA dans la traduction littéraire à ces textes. Donc les traductions générées par l'IA présentent souvent un langage bien simplifié et c'est simplifié aussi au niveau sémantique et de la syntaxe parce que l'IA, nous l'avons entendu tout à l'heure de Toral, c'est vraiment en simplifiant les choses, cela prédit les mots, mais on le glorifie, on la glorifie. Et donc, elle suggère des solutions basées sur l'utilisation statistique des mots. Bah, c'est un désastre pour la traduction littéraire. Mais bon, la post-édition devient donc ainsi une norme. Et donc, les mots les moins fréquemment utilisés pourraient disparaître. On va prendre un exemple. 2 personnes ont couché ensemble. Ou alors, elles ont eu des relations sexuelles. Elles ont fait l'amour, elles ont copulé. Bon, je pense que vous pouvez continuer avec d'autres termes dans votre tête. Hein. On est au Parlement européen, en fin de compte. Hein. Un peu de tenue. Donc, dans quelques années, je pense, soit on va se contenter de faire l'amour, voire nous le ferons plus du tout. Bon, blague à part. Ce qui est le plus inquiétant de l'utilisation de la technologie, eh bien, c'est que la technologie de l'IA obscurcit le propre sens de la langue. Et donc après quelques heures de post-édition, j'ai entendu des collègues me dire je peux plus faire de création. Ou je ne sais plus ce qui est juste et ce qui ne l'est plus. Ou ce qui sonne juste ou plus, ou pas juste. Donc c'est tout à fait une catastrophe pour la langue. Et puis c'est particulièrement inquiétant lorsqu'il s'agit de littérature. Dans la littérature, la langue est souvent utilisée pour bouleverser la norme. Elle comporte de nombreuses significations et des couches cachées. Et nous sommes convaincus que nous le savons que la machine ne peut pas reconnaître toutes les couches du contexte culturel, linguistique, les références culturelles qui sont impliquées dans la langue, et puis l'empathie, les émotions, etc. En l'utilisant pour la traduction littéraire, je pense que nous perdons les valeurs essentielles de la littérature. L'information, elle sera peut-être toujours là, mais tout le reste, ce qui rend cette information une œuvre d'art, ce sera perdu. Et ça, c'est tout à fait juste. Jürgen Bosman l'a mentionné hier.
l'IA est particulièrement utile pour traduire de la littérature pour les enfants ou pour les jeunes adultes. Et je pense que là, il faut vraiment se poser la question si on veut élever la nouvelle génération de lecteurs avec des livres qui n'ont plus d'émotion, plus d'empathie, avec un langage simplifié. Et quelle est la valeur de ces livres? Est-ce qu'ils valent vraiment le papier sur lequel ils sont imprimés? Je ne le crois pas. Donc pour conclure, l'IA, et là c'est un grand point d'interrogation et je reste sceptique, peut nous être utile. Ce que l'on sait, c'est que l'IA porte déjà atteinte à nos droits en tant qu'auteur. Elle menace nos revenus, notre statut professionnel, elle a un impact négatif sur la langue. Donc, la question principale, l'IA est-elle notre amie? Avec de tels amis, qui a besoin d'ennemis?